le rappeler parce que souvent on l'oublie. Il y a un point sur lequel j'aimerais peut-être que l'on revienne, puisque on est justement dans ce rapport au temps. Et je crois que vous citez régulièrement ce rapport entre les éléments, cet homme qui est dans ce monde avec cet être qui pose la question, hein, et qui pose l'être premier, hein, Titoan, qu'est-ce que l'être? Justement, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Et ce rapport au temps, vous l'évoquez également avec Camus, puisqu'on va faire aussi un petit lien à votre autre ouvrage, cette pensée de midi, qui fait que là, vous nous mettez dans un... Moi, j'appelais ça un topologos, c'est un terme que j'avais pensé par rapport à un lieu et un discours cohérent. Nous pensons à partir d'un espace-temps qui est nôtre et qui nous est propre. C'est pour ça qu'il y a une inauguration de la pensée. Et vous le démontrez complètement quand vous abordez justement Camus, en disant que lui, il n'est pas en train de se penser dans un rapport particulier, j'ai envie de vous dire, du ici et du maintenant, mais dans un rapport géographique, puisqu'il y est question du ciel et de la terre. Et c'est ce rapport entre l'astre, le soleil, qui est l'astre de la pensée, éclairé, on va dire, et ce rapport à quelque chose de beaucoup plus feutré, plus intimiste, la terre dont vous parlez régulièrement, qui fait que la pensée de Camus est une pensée originale, parce qu'elle est la pensée localisée, justement en Algérie, avec cette vision particulière du monde, et puis ces cultures, ce métissage et cette difficulté de vivre ensemble. À Tipaza ou à Djemila, ou dans les lieux, mais aussi bien à Florence, où il est allé, en Italie, etc. Ce qu'il y a de remarquable chez Camus, c'est que c'est un des rares penseurs du XXe siècle, en tout cas en France, qui soit un penseur cosmique, ou tellurique, comme Jean Giono en littérature, si vous le voulez, ou William Faulkner aux États-Unis, c'est-à-dire dans lequel la terre, le ciel et les éléments parlent. Camus n'était pas du tout un intellectuel, ou un professeur, un prof. Outre le fait qu'il ne l'a pas été professionnellement, il ne l'était pas intellectuellement, si je puis dire. C'était un intellectuel, parce qu'il avait un intellectuel, mais ce n'était pas un intellectuel de profession en tant que tel. Comme disait Hannah Arendt, qui a beaucoup connu Camus, quand elle critiquait les penseurs de profession. Penseur de profession, c'est une contradiction dans les termes. On ne professe pas la pensée. On pense, on est tous des êtres pensants, mais cette pensée n'est pas une profession. La profession, c'est l'enseignement, mais ce n'est pas la pensée. Un professeur de médecine, ou un professeur de physique, ou un professeur de musique, ou un professeur de danse, ou un professeur de tennis, ou un professeur de football, tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des gens qui pensent en tant que tels, en tant que profession. Mais l'originalité de Camus, c'est qu'il arrive à penser à partir des éléments terrestres et célestes, c'est-à-dire dans la verticalité du ciel et de la terre. Quand vous lisez les carnets de Camus, qui ont été édités déjà depuis les années 60 et 70 par Gallimard, vous apercevez qu'à plusieurs reprises il dit qu'il est conduit par une étoile. Il ne dit même pas une bonne étoile ou une mauvaise étoile, comme on dit parfois dans la vie quotidienne, mais il dit qu'il suit toujours une étoile, c'est-à-dire une orientation. Et cette étoile ne le trompe jamais. C'est cette étoile qui lui donne à penser. Alors de temps en temps, quand vous lisez l'ensemble des carnets, écrits quand même sur 25 ou 30 ans, et vous voyez une notation très très brève. Ces carnets n'étaient pas destinés à la publication, c'était des carnets pour lui-même, personnels. J'ai perdu aujourd'hui ma bonne étoile, dit-il. J'ai perdu mon étoile, il dit jamais ma bonne étoile. J'ai perdu mon étoile. J'ai retrouvé mon étoile, dit-il 2 ans plus tard. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il avance en fonction non seulement des lieux, comme lorsqu'il se promène à Tipaza et qu'il revient quelques années plus tard à Tipaza, dans les ruines latines et romaines de Tipaza, mais il revient dans le temps sur cette étoile qui non seulement lui donne sa lumière, mais qui lui donne sa temporalité. Parce que ne l'oublions pas, si nous vivons dans le temps, c'est parce qu'il y a des étoiles qui non seulement nous montrent le chemin sur le plan spatial, qui nous donnent par exemple l'étoile polaire la direction du nord cosmique, mais qui nous donne en plus, par le mouvement des étoiles, la rotation de la Terre en tant que planète autour des étoiles, un rythme cosmique qui est précisément le rythme circulaire. Alors chez Camus, ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans l'étranger, dans ses romans, ou dans ses écrits plus théoriques comme L'homme révolté, il y a toujours la référence au cycle de vie et au cycle cosmique, y compris au cycle historique,
au sens hegelien ou marxiste, parce que Camus pense que la vie humaine ou l'histoire humaine traverse aussi des cycles avec des montées et des décadences, voilà la décadence de l'Empire romain. Mais il y a en plus chez Camus fondamentalement cette idée que l'on peut interrompre à tout moment ce cycle en prenant conscience, d'où l'admiration de Camus pour les étoiles, pour la mer, pour la montagne, pour les éléments méditerranéens, sur lesquels se greffe évidemment géographiquement ou topologiquement, comme vous le disiez, une culture, c'est-à-dire la culture grecque, la culture romaine, la culture arabe. Il en parle un peu moins parce qu'il la connaissait moins. La culture méditerranéenne, ce qu'il a appelé, en reprenant une expression de Nietzsche, la pensée de midi. Alors lui était du midi, Nietzsche, lui était du septentrion, il était du nord, Nietzsche. Mais Nietzsche, comme vous le savez, a beaucoup vécu dans le midi, à Nice en particulier, où il a écrit les 2 tiers du Zarathustra, à Gênes, dans différents villages ou villes d'Italie, parfois de France, quand il était à Aise village ou à Aise plage, où est décédé d'ailleurs Janico. Oui. Et donc il y avait un enracinement non seulement stellaire et solaire, mais méditerranéen pour Camus, pour Nietzsche. Alors c'était évidemment plus facile de Camus, qui était lui-même très nietzschéen. Il avait découvert Nietzsche en terminale et en Hippocagne au lycée d'Alger. Et il y a toujours cette idée, chez Nietzsche, lui aussi grand penseur tellurique, d'essayer de comprendre le sens de la vie en s'orientant par rapport aux étoiles, non pas au sens géographique du terme, ou géoclimatique du terme, bien entendu, mais au sens spirituel du terme, en quelque sorte, et symbolique. C'est pour ça peut-être aussi qu'on peut superposer la notion de la révolution. On parle d'une révolution pour les astres, comme on peut parler d'un point de vue historique d'une révolution. Et d'ailleurs, il dit « je pense, donc nous nous révoltons » à un moment donné. Donc il est vraiment dans cette démarche, non pas du révolté qui manifeste, mais de celui qui lutte contre cet écho de la Terre qui ne répond plus, lorsque justement il y a l'absurde. Parce qu'il y a bien la question de l'absurde qui traverse la pensée. Oui, il y a cette idée chez Camus, fondamentalement, on va peut-être finir là-dessus pour ne pas être trop long, qu'il y a toujours un appel. L'être humain résonne, comme ce micro résonne dans cette salle, mais là c'est une résonance spatiale dans le volume de cette pièce, mais l'être humain résonne intérieurement, et là c'est plus une résonance spatiale, c'est une résonance temporelle, d'un appel que l'on voit très bien dans ce qui est le plus grand ouvrage de Camus, mais qui est peut-être le moins lu et le moins compris, c'est La Chute. Avec un titre qui a été trouvé d'ailleurs par Maurice Martin Dugard, car Camus n'arrivait pas à trouver un titre à son roman, qui a eu plusieurs titres qui ne lui plaisaient pas. Je vous rappelle que l'histoire se passe à Amsterdam, dans une ville pleine de canaux qui rappellent les 7 cercles de l'enfer chez Dante, dans l'enfer, dans la Divine Comédie, et il compare cela sciemment à l'enfer, c'est-à-dire que la vie à Amsterdam, pour le personnage de Camus, est un enfer, et au-delà, pour l'être humain, est un enfer si on ne lui donne pas un sens, c'est-à-dire si on n'arrive pas à sortir de ces canaux, qui sont autant de labyrinthes de l'existence et de la vie. Et ce personnage, qui s'appelle Jean-Baptiste Clamence, vous voyez l'allusion au christianisme, Jean-Baptiste Clamence in deserto, dit le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, et celui qui clame dans le désert, et on va avoir un monologue où cet avocat, un rhéteur donc, un orateur, un rhétoricien, cet avocat qui est une sorte de criminel, va se confier, non pas dans une confidence chrétienne, il ne va pas se confesser, c'est pas une confession à la Saint-Augustin ou à la Rousseau, c'est une sorte de monologue dans lequel il va raconter que toute sa vie, il a été hanté par un appel auquel il n'a pas répondu. C'est l'appel d'une femme qui, un jour, en pleine nuit, autour de minuit ou 2 heures du matin, sur un pont parisien au-dessus de la Seine, s'est jetée à l'eau. Il a entendu le bruit du corps qui tombait dans l'eau, et avant le choc dans l'eau, l'appel d'une voix féminine, et il n'a pas bougé de son chemin. C'est en plus une allusion à ce qui s'est passé entre Camus et sa femme. Son épouse, oui, tout à fait. Qui s'est jetée par la fenêtre. Qui n'en est pas morte, mais qui a été blessée gravement, et qui a été soignée ensuite pour des troubles psychiques. Et lorsque La Chute est sortie des presses
de l'imprimerie de chez Gallimard et que Madame Camus, Francine Faure, de son nom de jeune fille, l'a eu dans les mains, elle a dit à son mari, ce livre-là, tu me le dois. La chute, c'était la chute de leur amour à la fin, à la fois et la chute par la fenêtre. Mais au-delà de l'affaire existentielle de Camus avec sa femme, dont il a eu quand même 2 enfants, et qu'il n'a jamais quitté jusqu'à sa mort, même s'il a eu évidemment des expériences, il y a chez Camus cette idée que tout être humain, y compris ce Jean-Baptiste Clamence, qui est un homme foncièrement mauvais, mais qui est d'une certaine manière le double ténébreux de Camus, le William Wilson d'Edgar Poe, si vous le voulez, il y a chez Camus cette idée que l'homme tombe dans le mal quand il ne répond pas à l'appel. Alors ça peut être l'appel de Dieu, ça peut être l'appel d'une femme, ça peut être l'appel d'un mouvement historique de révolte ou de révolution. Il écrit l'homme révolté quand même, et même s'il n'est pas révolutionnaire ni marxiste, il dit, en reprenant Descartes, je pense donc je suis, ça c'est Descartes. Je me révolte donc nous sommes, ça c'est Camus. Vous voyez le passage? Non pas je pense, mais je me révolte. Mais pour se révolter, il faut évidemment penser le statut de la condition humaine. Je me révolte, je pense donc je suis. Descartes n'arrive pas à sortir du cogito, n'arrive pas à sortir de sa pensée intérieure. Tandis que je me révolte, donc nous sommes. La révolte contre l'injustice du monde, c'est-à-dire l'exigence du bien qui nous appelle à penser, nous donne la possibilité de trouver les autres hommes et les autres femmes, c'est-à-dire de trouver un lien avec l'humanité totale.